Faire un swap, déposer des fonds, interagir avec un protocole, en apparence, la finance décentralisée, c'est simple, mais une seule erreur peut vous faire perdre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, je vous montre concrètement comment interagir avec la finance décentralisée. On verra quelques cas concrets, les frais, les bridges, les différents types de transactions et également le paramétrage d'un wallet décentralisé comme Rabi Wallet. Tout est illustré avec des schémas, cas pratiques à l'appui. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous allez dans tous les cas gagner en autonomie. Et si vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous recommande d'aller voir les vidéos 1 et 2 de cette mini-série pour mieux comprendre la finance décentralisée. Et bien sûr, ce contenu est à titre éducatif uniquement. Je ne suis pas un conseiller financier, vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Dans les 2 premiers épisodes de cette mini-série, on a vu les 5 grands usages de la finance décentralisée comme gagner un rendement, emprunter sans vendre, prêter à d'autres utilisateurs, échanger sans intermédiaire et s'assurer ou trader des produits dérivés. Et aujourd'hui, on va passer à la pratique et tout commence par un outil indispensable. Cet outil, c'est le wallet. Donc wallet en anglais, c'est portefeuille, donc un portefeuille, mais là, décentralisé. Donc ce qui est vraiment important, en tout cas, quand on va parler de finance décentralisée, c'est surtout tout ce qui est clé publique, clé privée. Donc il faut bien comprendre que le wallet crypto, c'est votre carte d'identité, plus votre coffre-fort et votre trousseau de clés. Donc sans lui, impossible d'interagir avec la finance décentralisée. Donc c'est avec ce portefeuille que vous allez signer les transactions, gérer vos fonds et accéder au protocole. Donc en gros, ces portefeuilles remplacent les banques puisque c'est sans intermédiaire et ça interagit directement avec des contrats intelligents qu'on a vus dans les épisodes précédents. Donc en crypto, si vous ne le savez pas encore, il y a un principe fondamental qu'il faut absolument comprendre, c'est la différence entre les clés publiques et clés privées. Votre clé publique, c'est un petit peu comme une adresse postale, vous la donnez pour recevoir des cryptos. Votre clé privée, en revanche, c'est la clé d'accès à votre coffre-fort numérique. Et si vous ne détenez pas cette clé, vous n'êtes pas propriétaire de vos fonds. Et là, c'est vraiment c'est vraiment là qu'intervient la différence entre les systèmes custodial et non custodial. Donc, sur une plateforme custodiale comme Binance ou Kraken, c'est la plateforme qui garde les clés privées pour vous. Donc, c'est simple, pratique. Mais cela signifie que vous dépendez d'elle à 100%. Donc, si jamais il y a une faillite, vous allez potentiellement perdre vos fonds, comme ça a été le cas par exemple sur FTX. Oui, il y a eu un remboursement, mais en aucun cas, ça a remboursé 100% des actifs des utilisateurs. Il y a forcément eu des pertes derrière. Donc, à l'inverse, un portefeuille non custodial comme Ledger ou MetaMask ou Rabi Wallet qu'on va voir, ça vous rend pleinement maître de vos actifs. Vous seul détenez la clé. Vous êtes donc le propriétaire réel de vos cryptos, mais ça implique aussi une responsabilité totale. Personne ne pourra vous aider si vous perdez votre clé ou votre phrase de récupération. C'est pour ça qu'on entend souvent la phrase culte Not your keys, not your crypto, qui signifie pas vos clés, pas vos cryptos. Donc en gros, si vous n'avez pas la clé privée, ce ne sont pas vraiment vos cryptos, donc vous n'êtes pas vraiment propriétaire. Et c'est justement dans cette vidéo qu'on va voir comment être pleinement propriétaire de ces cryptos et en profiter de façon décentralisée. Donc avant de se lancer dans la finance décentralisée, il faut comprendre un outil central, le wallet. C'est vraiment la porte d'entrée dans l'univers crypto. Il existe 3 grands types de wallets. Donc, il y a les wallets mono-blockchain comme Keplr. Ce type de portefeuille ne fonctionne que sur un seul écosystème. Par exemple, Keplr est dédié à l'univers Cosmos. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur Ethereum ou la Binance Smart Chain. C'est un peu comme une carte de transport valable uniquement dans une seule ville. En deuxième, on a les wallets multi-chain EVM. Donc ça, c'est quand même le type de wallet qui est le plus répandu. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va faire les cas concrets. Donc, exemple, MetaMask ou Rabi Wallet. Donc ça vous permet d'interagir avec plusieurs blockchains à condition qu'elles soient compatibles avec Ethereum. Donc, pour info, EVM, c'est Ethereum Virtual Machine. Donc, machine virtuelle d'Ethereum. Donc, il y a par exemple des réseaux aussi de Layer 2 qu'on va voir par la suite, comme Arbitrum, également Base. C'est vraiment le type de portefeuille le plus utilisé aujourd'hui dans la finance décentralisée. Et en troisième, je pense que vous connaissez aussi Trust Wallet et Phantom Wallet, où il y a X défis. Il y en a également plein d'autres. C'est les wallets multi-chain étendus comme Phantom Wallet ou encore Trust Wallet. Donc ces wallets sont plus complets. Ils gèrent à la fois des blockchains compatibles Ethereum, donc EVM, et des blockchains différentes comme Solana ou Cosmos. Donc ça, c'est pratique si vous voulez explorer tout l'écosystème crypto sans jongler entre 3 applications ou 3 portefeuilles
décentralisé. Donc en résumé, si vous débutez, MetaMask ou Rabi Wallet, c'est souvent le meilleur point de départ. Mais selon vos objectifs, vous pourriez avoir besoin de plusieurs wallets. Pensez toujours à vérifier la compatibilité d'un protocole avec votre wallet avant d'interagir. On se retrouve sur la page pour télécharger Rabi Wallet, donc rabi.io. Si vous voulez télécharger un wallet MetaMask, ça va être exactement le même principe. Moi, je préfère Rabi Wallet parce que je trouve ça plus fluide et plus sécurisé. Donc, je vais le télécharger pour Chrome. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger pour l'application mobile. C'est aussi simple, mais voilà, moi, je préfère. Je trouve qu'il y a plus de sécurité sur Chrome. Et j'ai aussi oublié de vous préciser quelque chose. Quand vous interagissez avec des protocoles en crypto et même des plateformes centralisées comme Kraken, Binance, etc., utilisez toujours un VPN pour rester anonyme sur ce genre de plateforme parce que sinon, des potentiels hackers vont pouvoir savoir votre identité à partir de votre adresse IP. Donc, attention à ça. Utilisez toujours un VPN quand vous allez interagir avec des plateformes crypto ou même dans l'investissement en général. Donc, je clique sur télécharger. Donc, je vais l'ajouter à Google Chrome. Je vais ajouter l'extension. Voilà, elle est en train de télécharger. Donc, vous pouvez cliquer sur l'extension pour l'épingler du coup directement dans vos bookmarks ici. Vous pouvez créer du coup une nouvelle adresse, donc un nouveau wallet. Donc, si vous avez déjà par exemple un wallet MetaMask, vous pouvez l'importer également ici. Vous pouvez donc créer votre nouveau wallet. Ça va vous dévoiler du coup la seed phrase. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut absolument pas dévoiler. Moi, je le fais parce que ce wallet, en réalité, je vais pas l'utiliser. C'est juste pour vous montrer. En tout cas, voilà, ça, c'est absolument ces 12 mots, donc des suites de 12 ou 24 mots, vraiment à divulguer à personne, à conserver toute sécurité, pas dans vos notes de téléphone, pas par mail, pas sur un petit bout de papier sur votre bureau. C'est vraiment à conserver en sécurité et à ne jamais, jamais, jamais divulguer à personne parce que si quelqu'un a votre seed phrase, il peut du coup avoir accès à vos fonds et en plus, c'est pas sécurisé avec une ledger. Donc, si quelqu'un a accès à votre seed phrase, il va pouvoir potentiellement vider tous les fonds de votre wallet. Donc, faut vraiment garder en tête qu'il faut vraiment le divulguer à personne et il faut vraiment le conserver en sécurité dans des endroits où vous avez confiance, à plusieurs endroits pour être sûr de jamais la perdre. En tout cas, si vous perdez cette seed phrase, vous n'aurez plus jamais accès à votre portefeuille. Donc, ça serait quand même dommage de perdre des fonds. Donc, notez bien ça en sécurité, dans l'idéal, dans un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden ou autre. Vous l'avez sauvé. Vous allez mettre un mot de passe fort. Moi, je prends un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais faites pas comme moi. Faites vraiment des mots de passe longs avec des suites de chiffres et de lettres. Utilisez-le plutôt sur des gestionnaires de mots de passe qui vous génèrent des mots de passe forts. Et surtout, n'utilisez jamais les mêmes mots de passe entre les wallets, entre les plateformes. C'est très, très important. Donc, vous allez confirmer. Et là, on va l'appeler, par exemple, Pierre CryptoSmooth 1, selon votre organisation. Donc là, c'est parti. Là, voilà, il répète ce qu'on a fait tout à l'heure en l'épinglant dans nos bookmarks. Donc là, voilà, il s'affiche ici. Et là, voilà, j'ai mon wallet créé qui est ici. Donc, je voulais aussi vous montrer, si vous voulez du coup coupler votre wallet à une ledger, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter une nouvelle adresse ici. Vous pouvez faire Connect Hardware Wallet. Vous allez sélectionner celui que vous avez, donc, par exemple Ledger. Et là, du coup, il va vous guider dans l'explication. Il va falloir ouvrir l'application Ethereum sur votre Ledger, connecter à votre ordinateur. Vous allez faire Next. Vous allez autoriser. Là, quand votre Ledger sera connecté et ouvert sur l'application Ethereum, il y a le nom de votre ledger qui va s'afficher ici. Vous allez le sélectionner. Vous allez cliquer sur connecter. Et après, ensuite, normalement, vous allez voir les avoirs de votre Ledger Live, en tout cas de votre hardware wallet, dans votre Rabi Wallet. Et vous serez du coup connecté à Rabi Wallet par l'intermédiaire de vos ledgers. Et vous pourrez en tout cas du coup continuer, en tout cas interagir de façon décentralisée, de façon sécurisée. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, ne mettez pas, en tout cas, n'utilisez pas la même ledger avec tous vos fonds. Par exemple, long terme ou le gros de votre capital, essayez d'avoir un wallet ledger séparé où c'est vraiment votre coffre-fort qui, celui-là, ne sera jamais, jamais connecté à Internet. Et du coup, ce wallet-là permettra de faire tampon et les interactions en finance décentralisée ou les échanges décentralisés. Pour commencer, on va utiliser le réseau Arbitrum. Vu que c'est un layer 2 d'Ethereum, on va devoir envoyer dans un premier temps de l'Ethereum dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous allez juste à cliquer du coup sur recevoir. Et là, par exemple, on va sélectionner le réseau Arbitrum. Vous voyez qu'il y a plein de réseaux. Et là, on va sélectionner Arbitrum. Donc, vous avez le choix soit en QR code,
soit l'adresse. Donc par exemple, je vais copier l'adresse. Et ensuite, on va aller sur l'échange centralisé. Par exemple, si vous avez déjà un échange centralisé, mais que vous n'avez jamais interagi en décentralisé. Donc voilà, moi, par exemple, j'avais pas d'Ethereum sur, par exemple, mon échange centralisé Kraken. Donc, par exemple, je vais faire juste rapidement une petite conversion. Donc, j'avais quelques USDC. On va tout swap. Voilà, je suis gratuit avec le Kraken Plus si vous avez suivi. Donc là, c'est bon, j'ai des Ethereum sur mon échange centralisé. Pour retirer mes fonds, je vais venir cliquer du coup sur le retrait. Je vais sélectionner du coup le bon réseau qui est Arbitrum One. Donc je vais sélectionner celui-là et je vais venir coller mon adresse du coup du réseau Arbitrum. Et du coup voilà, vous allez devoir valider par exemple votre adresse mail par mail. Du coup confirmer que ce soit la bonne adresse de retrait. Et vous allez ensuite pouvoir du coup effectuer la transaction et on va se retrouver tout de suite sur notre wallet Rabi Wallet avec les Ethereum directement dessus. Il faut aussi comprendre la notion de gas fees, donc les frais de réseau, et surtout de comprendre que ces frais de réseau, quand on est par exemple sur un échange centralisé, oui, on va avoir des frais, mais ça va être les frais de la plateforme, mais c'est une plateforme centralisée et on va voir la différence par la suite. Donc il n'y a pas vraiment de frais de réseau comme ça se passe en décentralisé. Donc là, si on prend un exemple concret, donc là j'ai deux exemples, par exemple un exemple sur le réseau Ethereum, un exemple sur le réseau Solana, et en tout cas, même si on fait par exemple une transaction classique en décentralisé d'un wallet A à un wallet B, par exemple, on va envoyer de l'USDC dans les deux cas, là sur la blockchain Ethereum, là sur la blockchain Solana. Et bien, sur la blockchain Ethereum, on va payer nos frais de réseau en Ethereum et sur la blockchain Solana, on va payer nos frais de réseau en Solana. J'aurais pu faire le même exemple, par exemple, pour la Binance Smart Chain, donc avec le BNB, on aurait payé nos frais en BNB ou encore pour Avalanche, on aurait payé nos frais en Avax ou Polygon, on aurait payé nos frais en Pôle. Donc ces frais servent à rémunérer les validateurs ou les nœuds du réseau. Sans eux, aucune transaction ne peut être validée. Sur Ethereum, les frais sont exprimés en Gwei. En moyenne, ils varient entre 1 et 10 $ selon l'heure et la charge du réseau et le type d'opération. Mais même un simple swap peut coûter plusieurs dizaines de dollars quand la blockchain est très congestionnée. Et sur Solana, c'est quand même beaucoup plus léger. Une transaction classique coûte moins de 0,05 $, même quand le réseau est congestionné. C'est ce qui fait son attrait pour les petits utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de meme coins sur cette blockchain. Mais attention, vous ne pouvez pas payer ces frais avec n'importe quel token. Sur Ethereum, il va vous falloir de l'Ethereum pour payer vos frais de réseau. Même si vous transférez de l'USDC, vous pouvez transférer n'importe quel token compatible Ethereum, ERC20, mais il faudra payer ces frais de réseau en ETH, donc en Ethereum. Et pareil pour Solana, vous pouvez envoyer n'importe quel jeton compatible avec Solana et faudra payer dans tous les cas des frais de réseau en Solana. Sur la blockchain Solana, il faut du Sol. Sur la Binance Smart Chain, il faut du BNB. Sur Avalanche, il faut du Avax. Sur Polygon, il faut du Pôle Matic. Et comme on va voir aussi par la suite, sur les Layer 2, donc la couche au-dessus d'Ethereum comme Arbitrum, Base, Optimism, vous paierez aussi vos frais en Ethereum. Donc imaginez que chaque blockchain est comme une autoroute. Vous pouvez rouler avec la voiture que vous voulez, vos tokens, mais le péage doit être payé dans la monnaie du réseau. Donc à chaque fois, c'est vraiment le jeton natif de l'écosystème où on va payer les frais. Donc ce qu'il faut vraiment retenir sur cette slide, c'est que avant d'utiliser un nouveau réseau, assurez-vous d'avoir toujours un petit peu de crypto native dans votre portefeuille, sinon vous serez bloqué. En gros, si vous avez pas, par exemple, d'Ethereum sur la blockchain Ethereum dans votre wallet, vous pourrez pas faire de transactions, vous serez bloqué. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'approvisionner votre compte dans la monnaie native de la blockchain. Donc, en l'occurrence, Ethereum ici et Solana ici. Donc, je vous avais déjà montré cette slide, on va la reprendre. Donc, même si vous utilisez un portefeuille comme Rabi Wallet ou MetaMask, vos cryptos peuvent être répartis sur plusieurs réseaux. Et c'est aussi là que beaucoup de débutants se trompent. Ils pensent avoir perdu leurs fonds alors qu'ils sont tout simplement pas connectés sur le bon réseau dans leur wallet. Donc chaque blockchain, Ethereum, Polygon, Arbitrum, la BNB, Binance Smart Chain fonctionne comme une route différente. Votre portefeuille peut accéder à toutes ces routes, mais vous devez sélectionner manuellement
la bonne pour voir les cryptos qui s'y trouvent et surtout à chaque fois avoir le jeton natif un minimum pour pouvoir payer les frais de réseau. Donc comme je vous disais avant, si on est sur la Binance Smart Chain, il va me falloir des BNB pour payer les frais de réseau. Si je suis sur Avalanche, il va me falloir des AVAX pour payer les frais de réseau. Là, c'est la blockchain Base, donc ça, c'est un petit cas particulier, c'est un layer 2 d'Ethereum. Et sur celle-là, on va devoir payer en Ethereum parce que ça reste dans l'écosystème Ethereum. Sur Polygon, on va devoir payer en Pol ou en Matic. Sur Ethereum, on l'a vu, Ethereum. La particularité aussi des wallets décentralisés, c'est que votre adresse crypto reste la même selon les réseaux, mais ce que vous voyez dépend du réseau affiché. C'est comme si vous aviez une boîte aux lettres magique reliée à plusieurs univers parallèles. Vous entrez la bonne adresse, mais vous devez ouvrir la bonne dimension, le bon réseau pour voir le bon courrier. Et si vous voulez envoyer vos cryptos d'un réseau à un autre, par exemple là, dans ce cas-là, de Ethereum à Avax, on aurait pu faire de Solana à Base ou de Solana à Ethereum. Il vous faut utiliser ce qu'on appelle un bridge, une sorte de tunnel sécurisé entre deux blockchains. Là, par exemple, en l'occurrence entre Ethereum et Avax, j'aurais pu prendre d'autres blockchains. Par exemple, si vous voulez transférer des tokens d'Ethereum par exemple à Avax, vous pouvez utiliser des outils comme Jumper ou RocketX qui font le lien entre les deux blockchains. Donc en résumé, un seul portefeuille, une seule adresse, mais plusieurs réseaux, donc plusieurs visions de vos fonds qu'on va voir en pratique juste après. Donc il faut toujours penser à vérifier sur quel réseau vous êtes connecté, sinon vous risquez de croire que vos cryptos ont disparu alors qu'elles sont juste sur une autre route. Et pareil, voilà, si quelqu'un vous envoie par exemple une adresse en Ethereum, si vous êtes vous connecté sur le réseau de la Binance Smart Chain, vous comprenez que vous n'allez pas pouvoir lui envoyer les fonds. Il faut vraiment comprendre à chaque fois sur quel réseau on est et c'est vraiment une logique qui va venir petit à petit aussi. Il faut pratiquer pour comprendre. Donc dans ce petit schéma, ce qu'on pourrait dire, c'est que voilà, vous pouvez utiliser si vous le souhaitez le portefeuille digital sans forcément avoir un portefeuille physique, mais en tout cas je vous le recommande fortement si vous voulez éviter d'avoir des grosses pertes de fonds, des hacks ou d'autres erreurs. Du coup, avec notre portefeuille, on peut faire tous les usages qu'on avait aussi précédemment. On peut bien évidemment faire la même chose que les échanges centralisés, mais de façon décentralisée. Donc là, attention au réseau. Je vous ai mis des exemples de réseaux sur la droite. Par exemple, pour optimiser vos frais, on sait que par exemple les frais sur Ethereum sont assez élevés. On pourrait utiliser potentiellement la blockchain Arbitrum ou Base pour limiter nos frais. Et on peut aussi se connecter effectivement aux applications décentralisées. En tout cas, Uniswap, c'est possible directement avec Ledger Live. On peut faire voilà des swaps, des transactions. Donc il y a une petite erreur. En fait, c'était pas entre les deux, mais plutôt ici. Donc ça fonctionne vraiment de manière complémentaire, le portefeuille digital et le portefeuille physique. Donc voilà, faut bien comprendre que d'avoir un portefeuille physique comme Ledger, ça permet vraiment de sécuriser un portefeuille comme Rabi Wallet, MetaMask ou encore Kepler. Ça reflète les actifs de notre Ledger, de l'infrastructure aux usages. Donc dans l'univers des blockchains, on entend souvent parler de Layer 1, Layer 2, voire maintenant Layer 0 et même Layer 3. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc le Layer 0, c'est vraiment la couche d'infrastructure. Elle ne gère pas directement les transactions, mais coordonne et connecte plusieurs blockchains entre elles. Exemple, Avalanche, Polkadot, Cosmos sont vraiment des architectures multi-chain qui servent de base à d'autres réseaux. On a ici le layer 1, donc forcément c'est la couche la plus connue. C'est la blockchain principale où les transactions sont exécutées directement. Exemple Ethereum, Bitcoin, Solana, la seed chain d'Avalanche. Chaque layer 1 a sa propre devise, comme je vous montrais avant, ETH, Solana, Avax ou encore BNB. Son architecture et son niveau de sécurité. Le layer 2, il est construit au-dessus du layer 1 pour résoudre un problème, les frais élevés et la lenteur. Exemple, Arbitrum, Optimism ou encore Zcaching ou Base. Donc ces solutions de Layer 2, ça permet de traiter plus de transactions plus rapidement en s'appuyant sur la sécurité d'Ethereum. Mais techniquement, ça peut prendre plusieurs formes, roll-up, sidechain. Mais l'idée est simple, en gros, c'est vraiment de soulager le réseau principal. Et enfin, le Layer 3, c'est là où les usages concrets prennent vie. Les applications décentralisées qu'on appelle D-Apps, les jeux, les marketplaces. Donc en gros, le Layer 3, nous, c'est en tant qu'utilisateur, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir également sur Uniswap, sur AAV, donc tout ce qui est application décentralisée, tout ce qui est développement, c'est vraiment tout ça, ça se passe sur Layer 3, ça vient se greffer
au-dessus des blockchains de layer 1 ou encore de layer 2. Et pour connecter tout ça, je vous ai mis ici, ça sera peut-être plus parlant, mais du coup, on peut faire des bridges entre layer 1 et layer 2. Ça permet vraiment d'envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre. Par exemple, vous pouvez passer de Solana à Ethereum ou de Polygon à la C-Chain d'Avalanche, même si elle repose sur des infrastructures différentes. Mais attention, les bridges relient des blockchains fonctionnelles, pas directement les layers 0 entre eux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les layers 0, c'est l'infrastructure et tout ce qui est coordination. Les layers 1, c'est les blockchains principales avec leurs jetons natifs, mais on pourrait aussi les appeler infrastructures. Les layers 2, c'est pour augmenter la vitesse et diminuer les frais de réseau. Et les layers 3, c'est vraiment les usages pour les utilisateurs, tout ce qui est application décentralisée. Donc du coup, j'ai bien reçu mes Ethereum sur le réseau Arbitrum. Vous voyez que j'en ai aussi un petit peu sur le réseau Ethereum, également sur Base. Et là, j'ai quelques USDC et quelques BNB sur la Binance Smart Chain. Donc ça va me permettre du coup de pouvoir interagir entre les blockchains, comme on va prendre le cas pour un bridge. Donc si vous voulez envoyer de la crypto à un ami, ou si vous voulez envoyer de la crypto sur un de vos wallets ou sur une de vos plateformes centralisées, par exemple avec le réseau Arbitrum, vous allez pouvoir aller là. Vous allez cliquer sur envoyer et vous allez pouvoir du coup envoyer avec la bonne adresse et le bon réseau. Voilà, ça va se faire de façon très simple. Là, ce qui va être un petit peu plus complexe, par exemple, ça va être de venir interagir du coup avec une application décentralisée. Donc, on va aller sur Uniswap. Donc là, on va faire un exemple concret. On va faire un petit swap de façon décentralisée. Donc, comme si, par exemple, on allait faire une conversion de crypto sur un échange comme Binance ou Kraken. Là, ça va être exactement la même chose, mais de façon décentralisée. Donc, ce qu'on va venir faire déjà, c'est d'aller vérifier si, en gros, Uniswap, le wallet, Rabi Wallet, va pouvoir être détecté par Uniswap. Donc là, par exemple, moi, je vais le mettre sur uniswap.org. Je vais cliquer sur connecter. Il faut peut-être que je réactualise un coup. Donc là, je vais venir connecter. Donc là, je vais cliquer sur Hot Wallet. Voilà, il me détecte Rabi Wallet. Voilà, donc là, je vais venir le connecter. Je suis connecté du coup sur Uniswap. Et là, il détecte bien mes Ethereum que j'ai envoyés. Donc ça, c'est super. Et là, je vais vraiment pouvoir faire du coup une conversion de crypto, mais uniquement sur la même blockchain. Donc là, c'est-à-dire, en l'occurrence, là, j'ai de l'Ethereum du coup sur plusieurs blockchains. Mais en tout cas, là, dans notre cas concret, on avait pris la blockchain Arbitrum. Donc, je vais sélectionner mon Ethereum sur Arbitrum. Et là, par exemple, je vais sélectionner un token forcément sur Arbitrum. Donc là, je vais mettre par exemple pour l'équivalent de 5 $, donc 0,015 par exemple, ça doit faire environ 5,43 $, c'est très bien. Donc je vais faire un petit swap classique comme on pourrait faire sur Binance ou sur d'autres échanges centralisés, mais là de façon décentralisée. Donc par exemple, je vais vendre une partie de mes Ethereum, donc on va dire 25%, pour de l'USDC, mais uniquement sur la même blockchain, donc Arbitrum. Là, je vais vérifier le swap. Là, il va me mettre échanger. Donc là, notez que je suis pas avec une ledger. Donc, si vous voulez, j'ai pas de confirmation, j'ai pas validé manuellement la transaction. Là, vous voyez ce qui s'affiche, c'est une extension de navigateur qui s'appelle Pocket Universe. Donc lui, ça permet vraiment de détecter aussi les failles. C'est une sécurité supplémentaire. D'ailleurs, je vous l'ai recommandé dans d'autres vidéos de la chaîne. Donc là, je vais appuyer sur continuer. Et là, ça va se passer du coup sur Rabi Wallet. Vous voyez, moi je l'ai appelé airdrop danger, donc ça c'est vraiment un portefeuille qui est dangereux, donc qui est vraiment pas sécurisé. Donc là je vais signer et soumettre la transaction, je vais confirmer. La transaction a été soumise et là donc du coup assez rapidement dans mon Rabi Wallet, vous allez pouvoir voir que voilà, l'USDC vient d'apparaître, donc du coup je viens de transformer 0,0015 Ethereum en 5,36 USDC. Donc voilà, un petit swap rapide sur Uniswap. Donc là, on va prendre l'exemple concret de faire un bridge donc entre deux blockchains différentes. Là, je vais prendre Jumper Exchange pour faire du bridge. Donc je vais connecter mon wallet. Donc là, il détecte pas forcément mon Rabi Wallet. Donc du coup, je vais rafraîchir la page pour qu'il le détecte. Voilà, il m'a trouvé. Donc je vais venir connecter mon wallet, voilà, je le connecte. Et du coup là par exemple, je vais envoyer des Ethereum sur Arbitrum. Je vais les envoyer du coup sur la blockchain Ethereum.
Donc on va commencer. Par exemple, j'avais reçu du coup des Ethereum sur Arbitrum, donc je vais les sélectionner. Voilà, donc du coup j'en avais vendu une partie en USDC, donc je vais potentiellement pouvoir reprendre ces USDC et je vais les envoyer du coup sur la blockchain Ethereum. Il va me les changer ouais du coup en Ethereum, donc moi ça me va bien. Donc j'envoie bien mes USDC de la blockchain Arbitrum, donc on a reçu juste avant. Et je vais envoyer du coup mes Ethereum sur le réseau Ethereum, donc on appelle ça vraiment un bridge. Donc là, je vais mettre donc, la quantité maximum. Donc là, il me fait du coup le devis. Donc je vais en avoir pour 2 centimes. 2 centimes de frais, grosso modo. Donc c'est quand même intéressant. Là, je suis en train de tout vérifier. Bon, il me dit que j'ai une perte de valeur, etc. Mais c'est vrai que bon, faut faire quand même attention à ça. Mais moi, je le fais parce que voilà, il n'y a pas beaucoup. Il y a un montant qui est faible. Et forcément, plus les montants sont faibles et plus les frais sont élevés. Mais du coup, moi, je vais faire continuer. Là, il m'a fait switcher sur le réseau Arbitrum, donc je valide, confirmer. Donc du coup, là, c'est en attente et du coup, bah voilà, avec le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est que ça vient d'être confirmé. Donc je pense que ça devrait pas tarder à arriver dans le wallet. Ça peut prendre quelques minutes. Et du coup, bah on va avoir normalement la balance d'Ethereum sur le réseau Ethereum. Donc on voit le petit réseau, je crois au-dessus. Là, c'est Arbitrum. Là, c'est la BNB Chain ou Base. Donc je vais essayer d'actualiser tout ça pour voir ça passe. Donc là voilà, il m'a enlevé les 5 $, donc c'est-à-dire que c'est en cours de traitement. Et les 5 $ en gros sous forme d'Ethereum, je pense, vont arriver de façon très rapide aussi. Donc voilà, j'ai bien reçu mes Ethereum. Donc effectivement, il y a eu quand même un gros impact, hein. J'ai envoyé quand même 5 $ et quelques et j'ai reçu 1,73 Ethereum en valeur. Donc ouais, il y a quand même une grosse perte par rapport à ça. Donc ouais, faites attention à ça, surtout si c'est des gros montants. Mais voilà, généralement ça reste intéressant, mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'était pas très intéressant. Et forcément, quand on fait des bridges, il y a forcément plus de frais que quand on va faire une transaction classique. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes Ethereum sur la blockchain Ethereum, donc ça c'est super. Et là, je voulais vous montrer un autre cas, hein. Par exemple, si vous voulez faire du liquid stacking, par exemple sur Ethereum, du moins au moins du stacking, bah, vous allez pouvoir stacker vos Ethereum, par exemple sur Lido, hein, stack.lido.fi. On va venir connecter le wallet sur Lido. Donc on va prendre le wallet browser et voilà, il détecte du coup mon Rabi Wallet. Je vais le connecter. Et là, par exemple, si je veux, je vais pouvoir aller venir stacker mes Ethereum. Après, je sais pas si je vais avoir assez, honnêtement. Ouais, il faut un minimum de 0,024. Voilà, je vais mettre ça. Et là, je pourrais venir stacker. Donc forcément, il y a des frais de réseau quand vous allez le faire. Donc là, ils ont mis que le coût maximum de la transaction, c'est 2,17 $. Donc par exemple, là, je pourrais cliquer dessus et venir du coup stacker mes Ethereum sur Lido. Je vous expliquerai potentiellement dans une prochaine vidéo comment on utilise le liquid stacking, mais en gros les STETH c'est comme du stack ETH, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer une partie, c'est comme si en fait vous allez prêter vos Ethereum à Lido et en contrepartie vous allez pouvoir aussi en emprunter. Du coup, vous allez pouvoir emprunter par exemple 70-80% de la valeur de vos Ethereum en Ethereum aussi, ou dans une autre crypto, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en finance décentralisée avec votre emprunt. Mais du coup, du moment que vous n'allez pas rembourser votre prêt sur Lido, et du coup, vos Ethereum seront toujours bloqués sur le protocole Lido, mais ils vont continuer du coup à générer un rendement tous les ans et ça évite aussi du coup de devoir vendre ses positions long terme et du coup d'avoir une partie, vous allez pouvoir faire par exemple une partie plus active. Après ça c'est vraiment pour les utilisateurs plus avancés, donc c'est pas forcément ce que je vous recommande, mais en tout cas vous pouvez faire travailler vos Ethereum avec Lido de façon simple sans forcément emprunter derrière. Mais voilà, là si je signe et je soumets la transaction, du coup mes Ethereum seront directement stackés. À noter que vous pouvez le faire aussi directement dans Ledger Live à travers Lido, mais de mémoire, je crois qu'il y a un petit peu plus de frais en passant par Ledger Live, donc attention à ça, mais ça peut être beaucoup plus simple si vous voulez connecter directement votre Ledger depuis Ledger Live directement à une application comme Lido, une application décentralisée. Donc là, on se retrouve sur le protocole AAV, donc là, je vous montre uniquement des méthodes simples pour faire du stacking. On va pas rentrer non plus dans les emprunts, dans les prêts parce que c'est plus complexe et la vidéo va durer aussi 2 heures. Donc là, je vais venir connecter mon wallet, voilà, Rabi Wallet. J'accepte tout ça. Et du coup, là, je vais être connecté au protocole AAV. Et du coup, là, je pourrais venir stacker les USDC. Donc bon, c'est dommage, les USDC, je viens de les vendre. Mais par exemple, j'aurais pu, là, si j'en avais
les stacker, ou je pourrais potentiellement convertir mes Ethereum en wrap Ethereum. Donc le wrap Ethereum, c'est comme l'Ethereum, ça suit le prix de l'Ethereum, mais en fait c'est de l'Ethereum sur une autre blockchain. Donc en gros on appelle ça un wrap, donc c'est un Ethereum enveloppé. Il réplique le prix, mais c'est pas de l'Ethereum. Pour du coup les blockchains comme Ethereum qui sont pas compatibles avec Bitcoin, bah, ça permet d'avoir du Bitcoin sur la blockchain Ethereum. En tout cas, voilà, on aurait pu du coup faire un petit stacking, mais ça aurait été assez simple. Et vous voyez que vous avez des rendements annuels avec intérêt composé, donc APY, de 5,33 à 9,90% par an. Donc voilà, moi il suffit juste que j'ai un petit peu d'USDC ou du wrap-ETH ou de l'USDT dans mon portefeuille, mais là c'est pas le cas. Voilà, quelques petits outils et règles de sécurité. Donc en crypto, la plus grosse faille de sécurité, c'est souvent l'utilisateur. Pour réduire les risques, équipez-vous des bons outils comme Defilama. Ça permet vraiment de comparer les rendements sur différents protocoles. On a aussi également l'outil Revoke.cash pour révoquer les autorisations accordées à des sites sur par exemple Cesardaire Wallet comme Ledger. On a aussi DefiSaver pour simuler vos positions et optimiser vos frais. Vous pouvez avoir un petit plugin sur vos navigateurs internet pour savoir à chaque fois à combien de Gwei par exemple est la blockchain Ethereum. On sait à peu près combien on va payer. En tout cas, on sait quand elle est congestionnée ou non. Et moi, je m'arrange toujours pour faire des transactions sur Ethereum quand les frais de réseau, les Gwei, sont au plus bas. Et pour détecter les menaces en temps réel, pensez à Defi Wallet, encore WalletGuard ou Pocket Universe. Et ensuite, petite checklist rapide, franchement, je vous la conseille de faire toujours ça avant d'envoyer un transfert ou d'interagir avec un protocole. Est-ce que vous utilisez un Cold Wallet ou un Hot Wallet? Donc Cold Wallet, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est tout ce qui est Ledger, qui n'est pas connecté à Internet de base, alors que par exemple un portefeuille comme Rabi Wallet, MetaMask, Trust Wallet, ça c'est des hot wallets parce qu'ils sont en permanence connectés sur Internet. Est-ce que les frais sont cohérents? Est-ce que l'adresse est la bonne? Et surtout l'adresse et le réseau à ne pas négliger, et surtout ne jamais signer les transactions à l'aveugle, toujours vérifier les adresses, toujours vérifier les montants, et surtout ne pas vérifier que le début et la fin de l'adresse, parce que voilà, maintenant il y a des poisonous adresses, donc des adresses empoisonnées. En fait, il y a que le milieu de l'adresse qui change, et en faisant potentiellement ça, en gros c'est un espèce de hack. Et si vous validez par exemple ce genre de transaction, vous allez vous faire vider l'entièreté de votre portefeuille par la suite. Donc attention à ça, vérifiez bien vos adresses de transaction vraiment de A à Z et pas juste le début et la fin, même si par habitude on le fait souvent, mais attention du coup à ça. Donc en crypto, ce n'est pas la technologie qui vous trahit, ce sont les erreurs humaines. Ne jamais signer à l'aveugle, toujours vérifier les autorisations, protéger sa phrase secrète, sa seed phrase, utiliser un cold wallet comme Ledger pour des montants importants. Donc déjà, si vous suivez cette checklist de A à Z et que vous faites bien attention, ça va vous éviter pas mal d'erreurs de débutants. Donc à retenir dans cette vidéo, d'abord, un seul portefeuille comme Rabi Wallet peut vous permettre d'interagir avec plusieurs blockchains. C'est super pratique, mais cela demande un peu de méthode. Ensuite, chaque blockchain a ses propres frais. Les réseaux comme Ethereum sont plus chers, alors que d'autres comme Solana, Binance Smart Chain ou Arbitrum, un layer 2 d'Ethereum, sont bien plus accessibles. Donc si vous devez passer d'un réseau à un autre, il faut parfois utiliser un bridge comme RocketX ou Jumper. C'est une étape technique. C'est une étape technique qu'il faut bien comprendre pour éviter les erreurs. Les plateformes centralisées comme Binance et décentralisées comme Uniswap peuvent coexister dans votre stratégie. L'une est pratique, l'autre vous donne le contrôle. Et il y a également aussi, sur Binance, des fois c'est intéressant parce que c'est vrai que les frais généralement sont moins élevés sur Binance. En tout cas, si on compare vraiment avec une solution décentralisée, par exemple sur la blockchain Ethereum. Et pour utiliser les protocoles de finance décentralisée, il vous faut un wallet type MetaMask ou Rabi Wallet, et pour aller plus loin, un cold wallet comme Ledger est recommandé, surtout si vous placez des sommes importantes, mais même à partir de $500, honnêtement, prenez un Ledger, vous allez payer peut-être $80 votre Ledger S+, mais vous allez voir honnêtement que d'avoir un hardware wallet comme Ledger en finance décentralisée, c'est devenu une obligation. Mais attention, la finance décentralisée a ses propres risques, bugs, hacks, erreurs de manipulation. Ce n'est pas l'univers des bisounours, et surtout la majorité des pertes viennent d'erreurs humaines, signature à l'aveugle, liens frauduleux, seed mal stocké, donc la seed phrase mal stockée. Ne partagez jamais votre phrase de 12
ou 24 mots et ne validez jamais une transaction sans comprendre ce que vous signez. Ça, c'est ultra important. Et vous avez en tout cas désormais les clés pour explorer la finance décentralisée, comprendre, tester, sécuriser, pas à pas à votre rythme. Le plus important, c'est d'agir avec intention et prudence. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté des réponses à vos questions, vous a conforté dans votre pratique de la finance décentralisée. J'espère que vous avez pu visionner depuis le début les 3 épisodes. N'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire, même si j'ai fait des petites erreurs, c'est possible, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, c'est très important. Et si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou d'autres mini-séries à faire en essayant de vulgariser au maximum pour que ça soit compréhensible pour tous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!